semaine qui en augure une nouvelle, au propre comme au figuré, peut-on dire. Il y a eu une allocution du président de la République devant les membres du corps diplomatique, il y a eu une interview du Premier ministre sur une chaîne de télévision étrangère. Dans les recoupements, il y a ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire la question des élections et les différentes préoccupations qu'il y a autour. Pour en parler, Martin Ziankourou, à travers, donc avec vous, c'est à travers le regard d'un internationaliste. Mais je dois également préciser que vous êtes doctorant, chef de travaux à l'IFASIC. Pour partir de l'actualité, prenons cette rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et les membres du corps diplomatique. Juste après ça, il y a le porte-parole du gouvernement qui a donné son avis sur la question. Est-ce que vous avez, comme certains, le sentiment qu'il y a une certaine nervosité quand il doit y avoir une rencontre entre les membres du corps diplomatique et certains Congolais, dont certains membres de l'opposition politique, certains membres de partis politiques et même de la société civile? Non, je pense que si nervosité il y a, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu rencontre dans des locaux de certaines ambassades avec des membres de l'opposition de la société civile, c'est plutôt parce qu'au-delà de ces rencontres, il y a une idée laissant penser à une tentative de marche à reculons du pays. Ça veut dire quoi, une tentative de marche à reculons du pays? Ça signifie nous ramener à la transition 1+4 avec un groupe d'ambassadeurs qui forment un corps, membre d'une structure qui accompagne le pays. Avec cette tentative des condominiums, c'est-à-dire certains ambassadeurs qui penseraient que leurs États joueraient en commun de la souveraineté au Congo. Ça signifie en d'autres termes qu'ils renieraient la légitimité des animateurs des institutions nationales en place. Donc c'est cette idée-là, puisque nous devons rappeler que selon le droit diplomatique, les ambassadeurs, les diplomates d'une façon générale, dans les pays d'accueil, sont tenus à la réserve pour les questions liées à la souveraineté de l'État où ils sont accrédités. Oui, c'est ce qui vous fait dire qu'il y a eu une sorte de marche arrière, un peu comme si on pouvait dire que vous êtes parfaitement d'accord avec le porte-parole du gouvernement quand il dit qu'il y a une sorte de structure parallèle à celle qui existe à l'interne pour la gestion du pays. Écoutez, moi ce qui m'intéresse en tant qu'analyste, ce n'est pas d'abord de savoir s'il y a une structure parallèle, mais s'il y en a, c'est de chercher à savoir pourquoi il y en a. Pourquoi on n'utilise pas les canaux officiels? Pourquoi on n'utilise pas la voie reconnue par tous? Est-ce parce que l'on a l'impression qu'il faut assurer un avenir meilleur aux Congolais? Je veux dire, il faut éviter à la RDC d'aller droit dans le mur au nom du devoir d'assistance? Ou c'est parce que l'on dénie la légitimité des animateurs des institutions nationales? Mais répondez d'abord à cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne justifie plus qu'il y ait des structures comme celles qu'il y avait dans le passé, c'est-à-dire le Comité international d'accompagnement de la transition, le CIAT, comme on disait? À cette époque-là, la RDC était dans ce que l'on peut appeler la désétatisation. Le pays n'existait pas comme État à proprement parler. Il fallait donc le soutien de ce que l'on appelle par défaut communauté internationale pour favoriser la restauration de l'autorité de l'État. Mais nous pensons que le Congo était dans une sorte de faiblesse en tant qu'État. Le Congo était dans une sorte de banqueroute. Oui, vous prenez le mot pour en dire autre chose, mais pour dire quoi? Faiblesse, banqueroute? C'est-à-dire que le Congo était dans une situation telle qu'il fallait nécessairement l'assister pour ne pas se décomposer. Il y a eu accord de Sun City, il fallait accompagner, étant donné que c'est un accord qui concernait des belligérants. Il y avait donc un degré de méfiance tel qu'il y avait crainte que du jour au lendemain, l'on puisse retourner à la case de départ. Il fallait donc accompagner. Oui, aujourd'hui, donc, toutes ces sortes de craintes peuvent être considérées comme relevant du passé. C'est ce que vous voulez dire? Si aujourd'hui nous considérons la RDC
comme État où l'autorité est rétablie, un État qui doit jouir pleinement de sa souveraineté, entre guillemets, je pense que les diplomates devraient utiliser les canaux officiels. Est-ce que vous avez le sentiment que l'autorité de l'État est vraiment rétablie? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a crainte que le Congo puisse s'engouffrer à nouveau. Oui, là, vous faites un bond en avant. Vous ne prenez pas la question par rapport à une interrogation. Si il y a crainte que le Congo puisse à nouveau s'engouffrer par rapport à un certain nombre de problèmes majeurs. Lesquels? Prenons par exemple le problème lié au calendrier électoral qui divise. Et ça, nous nous retrouvons dans une situation de confusion nationale. Je suis désolé de le dire, mais en tant que chercheur, j'ai le sentiment que c'est cela. Le chef de l'État a convoqué l'année dernière les concertations nationales avec pour objectif de favoriser la cohésion nationale mise en mal par les irrégularités qui ont entaché les élections de 2011. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons déjà dans cet élan de cohésion nationale. Nous sommes donc ni dans ce que l'on était hier dans une démocratie classique, ni dans ce que l'on souhaite être dans une démocratie certes classique, mais où il y a cette quête de consensus entre les acteurs politiques en vue de permettre au pays de tourner la page sombre et de penser à un avenir meilleur à construire. Nous sommes donc dans la confusion nationale. Et dans cette confusion nationale, il y a le problème du calendrier électoral qui vient encore diviser davantage. Peut-être c'est suite à cela que les ambassadeurs ont estimé qu'il était de leur responsabilité, plutôt que d'attendre que le feu puisse gagner la maison pour intervenir, qu'ils puissent déjà maintenant essayer d'écouter les uns et les autres en vue d'anticiper. Ok, très bien. Quand vous dites que la question électorale vient diviser davantage, ça veut dire que qui n'est pas d'accord avec quoi? L'opposition n'est pas d'accord avec le calendrier qu'a proposé la CENI. Parce que cette proposition fait penser à un risque de prolonger la présidentielle prévue en 2016. C'est-à-dire, c'est comme si l'on veut jouer à la montre, tel que l'on puisse constater de facto qu'il est difficile d'organiser les élections présidentielles et législatives en 2016. Conséquence, il faut une prolongation. Et c'est ainsi que nous pensons que dans l'esprit des concertations nationales qui ont préconisé le consensus en vue de favoriser la cohésion nationale, et je pense même que le chef de l'État avait déclaré que chaque année, il devrait y avoir des rencontres pour évaluer la marche du pays, l'on devrait soumettre pareille question aux concernés et non se cacher sur la CENI, soi-disant que c'est une institution indépendante. On pourra peut-être revenir sur la question d'une autre manière, mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que ces concertations nationales viennent après les différentes tractations qu'il y a à Kampala et même après la signature de l'accord cadre de Addis Abeba. Et déjà, avant qu'il y ait eu cette allocution du président de la République, il y a eu le passage ici à Kinshasa du secrétaire d'État américain John Kerry. Et la semaine qui commence va coïncider aussi avec l'arrivée à Kinshasa de l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Russell Feingold, dont on connaît l'opinion sur la question électorale en République démocratique du Congo, et tout aussi bien qu'il est envisagé qu'il y ait une rencontre avec Madame Mary Robinson, qui a également, pour le compte de l'Organisation des Nations Unies, un regard sur la situation qui prévaut au pays depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce qu'on peut croire que cette allocution du président de la République et la réaction même du ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, que ça pourra être des rencontres sur un fond encore de nervosité ou d'une certaine tension? Excusez-moi, avant d'y répondre, je ne veux pas éluder la question, je voudrais quand même déplorer le fait qu'il a fallu qu'il y ait pareil incident, entre guillemets,
pour que le chef de l'État puisse convoquer le corps diplomatique. Quand vous dites incident, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous considérez comme incident? C'est-à-dire que le chef de l'État puisse dénoncer cette pratique qu'on observe depuis un certain temps dans le chef de certaines ambassades, consistant à organiser en leur sein des activités avec le personnel politique. Les us et coutumes diplomatiques prévoient qu'en début de chaque année ou à la fin de chaque année, le chef de l'État puisse convoquer le corps diplomatique en vue de lui présenter les vœux de Nouvel An. C'est l'occasion au cours de laquelle le chef de l'État expose, entre autres, ses priorités diplomatiques, mais peut aussi prodiguer des conseils aux uns et aux autres pour favoriser naturellement des bonnes relations. Je ferme la parenthèse, je reviens maintenant à votre question. Les élections au Congo n'intéressent pas que les Congolais. Le monde a les yeux rivés sur ces élections. Parce que de ces élections pourrait dépendre la stabilité de la région ou l'instabilité de la région. Il y a un effort qui est en cours pour permettre au pays de consolider la paix avec la victoire des FARDC sur le M23. Alors il ne faut pas que la machine puisse s'arrêter. Mais ce que nous constatons, déjà à l'interne, comme je venais de le dire, le calendrier de l'abbé Malou Malou n'arrange pas tout le monde. Et comme ça n'arrange pas tout le monde, il est de la responsabilité de ceux qui accompagnent les différentes parties signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba de veiller pour que leurs engagements, notamment les engagements de la RDC en termes de consolidation de la démocratie, puissent être respectés. Sinon, ça sera un frein qui pourrait avoir des répercussions non seulement chez nous, mais aussi dans la région. Puisque n'oublions pas qu'à côté de nous, il y a le feu qui brûle en Centrafrique, il y a le feu qui brûle au Nigeria avec le phénomène Boko Haram. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que le président nigérian estime que Boko Haram n'est plus un mouvement terroriste national. C'est maintenant comme l'AQMI. Boko Haram constitue un mouvement affilié à Al-Qaïda et œuvrant en Afrique occidentale et centrale. Non, et ce ne sont que ces zones de tension qui peuvent constituer des occasions pour pareil mouvement de continuer à déstabiliser. Donc, pour me résumer, je voudrais donc dire que les élections au Congo n'intéressent pas que les Congolais. Ça intéresse aussi le monde. Est-ce que c'est une autre façon de dire que le Congo est assis comme sur une sorte de poudrière par rapport aux élections qui sont prévues? Je pense que la préoccupation ici est de faire oublier les irrégularités de 2011, de faire en sorte que les choses puissent se passer proprement en vue de tourner, j'espère, définitivement la page noire de la RDC, en tout cas en ce qui concerne les élections. Et quand vous faites par exemple remarquer qu'il n'y a pas eu cette rencontre comme habituellement prévu avec le corps diplomatique au début de l'année, ça vous donne comme le sentiment qu'on tente maintenant de se ressaisir ou quoi? Non, mais ça fait plusieurs années maintenant que le chef de l'État n'a pas convoqué le corps diplomatique pour présenter les vœux de Nouvel An. Ça fait plusieurs années. Mais tout d'un coup, le chef a convoqué parce qu'il a estimé qu'il était nécessaire de taper du poing sur la table. Une sorte de façon d'y mettre le haut là, comme on dit. Exactement. Oui. Donc ça veut dire que quelque part que même les rencontres qui sont attendues pendant la semaine avec l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, dont on connaît le discours par rapport à la modification de la Constitution, risque de se faire sur un fond de tension. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte. Et nous pensons que la RDC n'a pas intérêt d'entrer de se livrer à un bras de fer avec ces puissances. Nous n'avons pas intérêt. Alors c'est question de voir de façon tout à fait intelligente comment échanger avec eux sans donner l'impression que nous sommes en train de remettre en cause notre souveraineté, tout en privilégiant ce qui a privilégié, à savoir la paix. Et la paix a un prix. Et le prix de la paix, c'est que nous devons respecter un certain nombre d'engagements que nous avons pris, notamment de respecter les principes
les prescrits de la Constitution. Oui, mais quand tout ceci est remis sur la table et que vous-même vous évoquiez le fait des us et usages donc diplomatiques, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut fonder ces pays qu'on récrimine à être dans le comportement qui leur est reproché? Qu'est-ce qui les fonde à avoir un droit de regard sur le Congo, d'après vous? Ils se croient plus forts que nous. Le fort domine. Ils se croient ou ils le sont? Ils le sont. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique sont plus forts que la RDC. C'est la réalité. Alors est-ce pour autant qu'ils doivent remettre en cause la souveraineté de la RDC? Dans la théorie, non. Mais en principe, dans la pratique, ils en ont les moyens. C'est à nous maintenant, comme je le dis, de savoir comment, en toute intelligence, faire en sorte que nous puissions ne pas nous mettre en contradiction profonde avec ces puissances, tout en construisant un État qui peut être capable de faire entendre sa voix demain. En toute intelligence, je vous renvoie le mot pour que vous nous disiez comment, par exemple, faire. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un environnement international où chaque État cherche avant tout à sauvegarder ses intérêts. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes ouverts au monde et le monde est en République démocratique du Congo. Et parfois, les intérêts de la République démocratique du Congo sont contraires à ceux des puissances qui sont avec nous. Ne pas tenir compte de leurs intérêts, c'est nous mettre aussi en mauvaise posture. En quoi se résume leur intérêt, d'après vous? Non, mais leur intérêt peut se résumer par rapport à la République démocratique du Congo. Non, écoutez, les intérêts des États-Unis ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de la France. Oui, mais prenez ceux des Américains, par exemple. Et si nous prenons ceux des Américains, les Américains sont en train d'entrer de plein pied dans la région Afrique-Grand Lac. Ils sont en train de déloger la France. Et si vous suivez de très près, j'ai l'impression que nous risquons de revivre l'histoire avec Mobutu et ce que nous pourrions vivre demain. C'est ce que je crains et voilà pourquoi j'estime que nous devons réagir avec beaucoup d'intelligence. Si vous permettez que je puisse finir ma pensée, je disais donc, il faut, tout en travaillant pour le bien-être des Congolais, que nous puissions éviter de nous mettre en contradiction avec ces puissances qui ont les yeux rivés sur nous. Et c'est de cette façon que nous pouvons espérer consolider la paix, puisque nous n'avons pas les moyens de le faire seuls, et c'est de cette façon que nous pouvons espérer construire un pays développé demain et être en mesure de faire entendre notre voix. Et sans cela, je pense que nous allons nous mettre en difficulté. Quand vous dites en difficulté, vous se mettre en contradiction avec eux, est-ce une autre façon de dire que c'est eux qui pourront donc en définitive dire qui va diriger ici, qui ne va pas diriger au Congo, par exemple? Lorsque je suis le discours politicien, certains disent que c'est le Congo d'abord, le Congo c'est d'abord l'affaire des Congolais. Nous n'avons pas à privilégier ce que les autres nous prodiguent comme conseil ou donnent comme avis. Et d'autres, par contre, estiment que le Congo étant un pays fragile et faible, il ne peut pas se construire sans le soutien de l'extérieur. Il faut donc constamment avoir les oreilles tournées vers l'extérieur pour savoir quelle direction prendre pour pouvoir se relever. Moi je dis, il faut une combinaison des deux. Il faut une combinaison des deux. Et c'est à ces niveaux-là que se trouve la difficulté ou le défi à relever dans l'intelligence. Comment, tout en sachant que nous ne pourrions pas nous relever, nous sommes engouffrés, disons-nous la vérité, hein, nous sommes engouffrés, nous sommes en train de fournir des efforts pour nous en sortir. Mais nous ne pourrions pas le faire seuls.
C'est-à-dire, de quelle manière peut-on y arriver, par exemple? Nous avons besoin du soutien des autres pour mettre fin aux problèmes sécuritaires à l'est du pays. Nous avons besoin des autres pour créer des richesses en vue de voir la population tirer profit des ressources dont nous disposons. Nous avons besoin des autres pour pouvoir assainir notre environnement. Mais c'est notre environnement, c'est nous qui l'occupons. Mais nous avons besoin des autres pour que nous puissions bien faire les choses à notre profit. C'est ainsi que je dis, il faut cette intelligence pour que tout en voulant travailler pour nous, que nous ne puissions pas oublier les autres, ou tout en sachant que nous sommes faibles, que nous ne puissions pas nous oublier en ne regardant que les autres. Est-ce qu'on peut dire que dans ce que nous faisons ou dans ce qu'ils disent, vous avez le sentiment qu'ils nous disent ce qu'il faut faire ici? Oui, ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'eux estiment que nous devons faire. Et lorsque nous analysons de très près l'histoire politique de la RDC, moi je constate que toutes les fois que notre pays n'a pas répondu favorablement à l'approche des coopérations que les États-Unis d'Amérique lui a proposées, nous en avons payé le frais. Je dis approche des coopérations. Et cette approche n'est pas la même. Cette approche évolue dans le temps. Mais cette approche aujourd'hui repose sur quoi? C'est sur la démocratie. C'est-à-dire? La RDC puisse construire une démocratie qui puisse lui permettre de se présenter en pays modèle dans la région, dans la sous-région, et de façon à faire promouvoir cette valeur américaine, puisque nous devons nous le dire. Quelle valeur américaine? La démocratie, la démocratie, la démocratie. Dans la politique extérieure des États-Unis, il y a entre autres objectifs la promotion des valeurs universelles. Bon, eux appellent ça valeurs universelles. Et dans ces valeurs universelles, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme, il y a la liberté de la presse, il y a l'indépendance de la justice, c'est ça. Alors il faut un pays dans la région qui puisse être capable de se présenter en modèle. Bon, dans l'approche des coopérations que eux nous proposent, c'est ce qu'ils souhaitent. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre cette phrase qu'a lâchée John Kerry lorsqu'il a dit que la RDC a la possibilité de se placer sur une voie pérenne de démocratie. Et ça dépendrait, comme vous dites, de la promotion de ces valeurs démocratiques. Exactement. Et par rapport à la manière dont le président de la CENI, M. l'abbé Malou Malou, voit les choses, ça continue à poser problème, comme vous le faisiez remarquer. C'est justement ça, ça continue à poser problème. Vous savez, en tant que chercheur... C'est une mauvaise façon d'aller vers la démocratie, à ce qui vous paraît? Je suis ici chercheur, je parle comme chercheur. Je dois vous dire que la démocratie est un concept qui regorge en lui plusieurs dimensions. Mais aujourd'hui, quand on parle de démocratie au Congo, la dimension qui est mise en exergue, c'est l'alternance au pouvoir. Là, je voudrais souligner, parce que d'aucuns peuvent dire que la démocratie, c'est aussi la liberté de la presse, la démocratie, c'est aussi l'organisation des élections. Oui, nous en avons vu. Il y a une ribambelle des médias au Congo, c'est très bien, mais je dis ici, l'élément qui est mis en exergue, c'est l'alternance au pouvoir. Le président de la République est au bout, bientôt là, de son deuxième mandat, et selon la Constitution, et selon ce que les autres souhaitent, c'est qu'il puisse y avoir alternance pacifique. Mais il faut rappeler, M. Claude, que l'alternance politique ne signifie pas nécessairement que la succession au pouvoir devrait se faire par une personnalité opposée à la famille politique du chef de l'État. Loin de là. Voilà. L'alternance ici signifie que le président Kabila accepte qu'il est arrivé, selon la Constitution, à la fin de son deuxième mandat, et il passe le bâton à quelqu'un d'autre, qui pourrait même être issu de sa famille politique. Voilà. Par rapport à la manière de voir les choses, est-ce que vous dites quelque part que cette forme de démocratie, cette forme d'alternance peut aussi être assise sur une façon qui bafoue quelque part le droit? L'idéal, c'est que le droit puisse primer sur tout. C'est ça l'idéal.
Et dans les pays démocratiques, l'effort est celui-là, que nul ne soit au-dessus de la loi. Mais la crainte, justement, ici chez nous, c'est que certaines forces puissent primer sur le droit. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est ces dépassements. Ce n'est pas facile, hein, Monsieur Claude. Moi, j'ai entendu plusieurs fois dans les médias les gens dire que le président Kabila aime beaucoup ces pays, le président Kabila s'est dépouillé de toutes ses prérogatives au nom de la paix. Et je fais foi en cela, et je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui que le président Kabila puisse offrir à la RDC la possibilité, pour la première fois dans son histoire, de vivre l'alternance de façon pacifique. Ça sera très avantageux pour nous en termes d'image, parce que nous n'avons pas assez de réseaux par rapport à nos pays voisins, en termes de soutien au niveau international, que ce soit des réseaux en termes d'État, que ce soit des réseaux en termes d'opérateurs privés. Et donc, le plus grand effort que la RDC peut fournir pour se présenter non seulement comme modèle, mais espérer aussi en tirer largement profit, c'est d'incarner cette valeur que défend mordicus les États-Unis d'Amérique, pendant que les autres hésitent encore sur l'alternance, que la RDC puisse dire oui à l'alternance. Et je pense que de cette façon, nous pourrions progressivement caresser par le poil ces puissances et espérer demain, après-demain, que nos relations avec elles pourraient évoluer dans le sens de servir réellement nos intérêts. On n'a pas besoin d'un bras de fer aujourd'hui. Oui, vous parlez de démocratie, vous parlez d'alternance, vous parlez de droit, mais vous ne parlez pas des peuples. Quel est le peuple? Quelle est la part du peuple pour consolider et faire asseoir cette démocratie et ces différentes alternances sur un socle qui soit quand même solide? Il n'y a pas de démocratie sans peuple, monsieur Claude. Oui. Il n'y a pas de démocratie sans peuple. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et j'ai même envie d'ajouter, avec le peuple. Et par rapport à ces sortes d'immixtions de l'extérieur, de l'étranger, dans le jeu politique en République démocratique du Congo, dans la question interne. Ces défis d'intelligence politique consistent donc à amener le peuple sur cette voie, de comprendre que ces pays nous appartiennent, ces pays est à nous, ces richesses sont à nous, mais nous devons aussi tenir compte des autres. Cette intelligence doit nous amener à nous connecter, à connecter le peuple au monde extérieur. C'est par rapport à quoi? Par rapport à des projets, avec des idées? Ou bien rien que par le fait d'être une personnalité qui a certaines assises au sein de l'opinion? C'est d'éviter de vivre en vase clos, d'amener le Congo à vivre en ermite. Des discours populistes qui peuvent endormir, mais qui risquent de desservir demain le peuple. Nous avons besoin des dirigeants qui sont élevés par le peuple, mais qui doivent faire comprendre au peuple que nous avons intérêt de nous connecter aux autres pour construire un avenir meilleur. Est-ce que quelque part vous dites que ce discours est déficitaire en République démocratique du Congo? Monsieur Claude, vous savez, le grand défi à relever en République démocratique du Congo, c'est de penser à l'avenir. Penser à l'avenir. Je suis là aujourd'hui, je suis enseignant, je suis dirigeant, je suis chef d'entreprise, je suis homme politique. Pensez à l'avenir. Quand je ne serai pas là, que ce que les autres auront tiré comme profit de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est cet effort de dépassement, c'est cet effort de privilégier l'intérêt communautaire au détriment de l'intérêt égoïste qui doit être relevé. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je dis, le président Kabila a démontré qu'il était possible de faire la paix avec ceux qui hier avaient mis le pays dans une situation de désétatisation.
Et je souhaite ardemment que le président Kabila puisse aussi offrir à la République démocratique du Congo cette chance de s'inscrire dans l'avenir. Faisons un peu, si cela ne vous dérange pas, dans une sorte de fiction. Vous avez la possibilité de donner votre avis par rapport à certaines questions liées à ces élections. Vous dites quoi? Vous êtes en face de quelqu'un comme John Kerry, Ruth Feingold, ou même en face de certaines personnalités politiques ou de la société civile congolaise. Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut des élections directes ou indirectes. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Monsieur Claude, les élections ont un coût. Lorsque j'ai dit ici qu'il fallait, l'idéal aurait été, avant la publication du calendrier de M. l'abbé Malou Malou, et là où le bas blesse, c'est qu'on nous a présenté un calendrier incomplet. On devrait présenter le calendrier dans son entièreté, locale, municipale, urbaine, provinciale, sénatoriale, présidentielle, législative. On nous présente le calendrier. Et nous voyons que, effectivement, par rapport au calendrier, il est possible de respecter le délai constitutionnel. Premier élément. S'il vous plaît, monsieur Claude. Premier élément. Deuxième élément. Il relève de la compétence de la CENI d'élaborer les prévisions budgétaires pour toutes ces échéances. Troisième élément, il faut maintenant voir si nous disposons des moyens. Puisqu'à défaut, lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on n'est qu'en train de faire la politique de ses moyens. Et si donc nos moyens peuvent nous permettre d'organiser toutes ces élections, tout en respectant les délais constitutionnels, bravo. Mais si nous estimons que les moyens feraient défaut, je pense que le bon sens voudrait que nous puissions privilégier, nous puissions tenir compte de l'ordre d'importance. Ça veut dire quoi? Tenir compte de l'ordre d'importance et si les moyens font défaut. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En 2011, ce que l'on appelle par défaut communauté internationale avait promis un soutien financier. Il me semble qu'elle n'avait pas honoré sa promesse. Voilà pourquoi moi j'estime que nous ferons mieux de miser d'abord sur nos moyens plutôt que de compter sur les promesses de ceux qui peuvent ou non réaliser ce qu'ils disent. Voilà pourquoi je dis, premier élément, nous voulons des élections. Comment les organiser? Dans quel délai? Deuxième élément, quel est le coût? Troisième élément, quels sont les moyens dont nous disposons? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour les réaliser tels que prévu? Si oui, on le fait. Mais Par sinon... rapport au coût global, à peu près 900 millions à 1 milliard de dollars. Nous avons les moyens, nous n'avons pas les moyens. Je pense qu'il faut poser la question à la CENI. Mais la CENI nous a dit qu'elle va organiser les élections locales, municipales, compte tenu des moyens mis à sa disposition par le budget 2014 et par le budget 2015 que nous attendons. Oui. Ça signifie que la CENI estime que la responsabilité relève plutôt des parlementaires. Si les parlementaires mettent à sa disposition des moyens suffisants, bon, est-ce que sont les parlementaires? Bon, c'est vrai, les parlementaires, le Parlement constitue l'autorité budgétaire, mais c'est le gouvernement en réalité qui a cette responsabilité de chercher de l'argent. Mais je pense justement, Monsieur Claude, pour que ça ne puisse pas nous diviser, il fallait que cette question soit sur une table, autour de laquelle devraient se réunir les parties prenantes, majorité, opposition, société civile. Regardons-nous en face et voyons si on peut relever ces défis, et si oui, comment, dans le souci de préserver le consensus. Oui, mais là c'est comme si vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de concertation sur la question, concertation initiée par la CENI. C'est comme si vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu cela. Non, là, la CENI a organisé les concertations avec les partis politiques. Je n'en disconviens pas. Mais avec ce qui nous est proposé, M. Claude, vous voyez déjà les conséquences. Ça divise. Pourquoi ça divise? Tout simplement parce que ça laisse penser au risque de reporter les élections présidentielles et législatives de 2016. Mais tel que vous voyez les choses, est-ce que vous avez le sentiment que qu'on aille à gauche ou à droite, 2011 ne va pas être l'objet d'un certain dépassement? Le tout dépend des moyens. Le tout dépend des moyens.
Si les moyens sont là, il pourrait y avoir élection en 2016. Mais si les moyens ne sont pas au rendez-vous, je vous ai dit que lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on est obligé de faire la politique de ses moyens. Il faut admettre cela. Et s'il faut revoir les objectifs au rabais, il faut le faire. De quelle manière, par exemple, ou en préconisant quoi? En préconisant, par exemple, éliminant quoi et en préconisant préconisant, par exemple, l'organisation d'abord des élections provinciales et sénatoriales, ensuite la présidentielle combinée aux législatives, et ce n'est qu'après qu'on pourrait penser aux élections locales, urbaines et municipales, d'autant plus qu'en 2016, ça n'était pas fait, en 2011, ça n'était pas fait. Alors pourquoi en faire une priorité aujourd'hui? On peut, je ne refuse pas qu'on en fasse une priorité, mais le plus important serait de donner de gages qu'en 2016, il y aura élection présidentielle. Oui, en termes de priorité ou de non-priorité, vous pensez de même pour ce qui se dit autour du recensement, par exemple? Il y a toutes ces questions, Monsieur Claude. Il y a toutes ces questions du recensement. Mais je pense que c'est un faux débat si l'on a le courage de mettre toutes les cartes sur table et d'en discuter. Parce qu'il faut éviter demain de se retrouver en situation de cul-de-sac et puis de commencer à se tirailler. Il faut anticiper. Gouverner, c'est anticiper. Et l'anticipation a l'avantage de nous offrir des gages de paix, des gages de sécurité. Mais lorsqu'on n'anticipe pas, on subit. Et quand on subit, on court le risque de l'instabilité. On entendait encore le Premier ministre faire remarquer que pour les élections de 2010, il y avait beaucoup de promesses, mais dans l'exécution, rien n'a suivi. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant, il pourra y avoir un certain apport extérieur pour l'organisation des élections que tout le monde attend? Monsieur Claude, j'aurais dit ce que je venais de vous faire remarquer tout à l'heure. Moi, je pense que le plus important, c'est de miser d'abord sur nos moyens. Miser sur nos moyens. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Si oui, allons-y. Parce que les promesses, nous en avons eu, hein, vous venez de le dire. Et si nous tenons compte de la réalisation de notre politique en se fondant sur les promesses et que demain ces promesses ne sont pas réalisées, qu'est-ce que nous devenons? Nous allons droit dans le mur. C'est ce qu'il faut éviter. Oui. Voilà pourquoi je dis l'on aurait mieux fait, je le redis, l'on aurait mieux fait, 1, de présenter le calendrier dans son ensemble, 2, de présenter les prévisions budgétaires, 3, d'ouvrir le débat sur les moyens, 4, de voir si nous avons les moyens de notre politique. Si oui, nous progressons. Sinon, nous essayons maintenant de voir comment revoir nos objectifs. Dans cette idée de respecter les prescrits de la Constitution. Mais vous voulez... Étant entendu qu'en vertu de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC s'est engagée à consolider le processus démocratique. Et ici, la démocratie, en RDC, met en exergue l'alternance pacifique au pouvoir. Donc, il ne faut pas que demain, nous puissions nous mettre dans une situation telle que les autres risquent de nous rappeler que s'il y a instabilité dans la région des Grands Lacs, c'est d'abord à cause de nous. Ce qui n'est pas vrai, ou qui n'est pas tout à fait vrai. Mais vous voulez quand même pas dire que la République démocratique du Congo est incapable d'organiser les élections avec ses moyens propres? C'est pas ce que j'ai dit, Monsieur Claude. Voilà pourquoi je dis il faut que carte sur table, les parties prenantes puissent réfléchir froidement. Très bien. Puis il faudra peut-être que, à partir de maintenant, on commence à savoir qui fait quoi pour que tout cela soit possible. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition, puisque c'est elle qui se met devant pour attirer l'attention de tout le monde, vous avez le sentiment que l'opposition fait ce qu'elle doit faire? Écoutez, lorsque l'on parle de l'alternance au pouvoir, très souvent nous avons tendance à critiquer la majorité. Mais la démocratie ne se résume pas à la majorité. La démocratie met aussi au défi l'opposition. Est-ce que les critiques par rapport à la majorité ne sont pas dues à des questions de gouvernance, par exemple?
C'est tout ça, organiser aussi les élections, ça va dans le même lot, vous ne pensez pas? La démocratie met aussi au défi l'opposition qui doit être capable de se montrer crédible et viable, notamment en proposant des alternatives. C'est là aussi. L'opposition peut se servir de cette réflexion que nous faisons avec vous, M. Claude, pour voir comment proposer des pistes crédibles et plausibles. Et non chercher la petite bête pour simplement noyer le gouvernement. Mais en noyant le gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas garanti qu'ils seront demain aux affaires. Et même s'ils sont demain aux affaires, dans le même système, rien ne va changer. Maintenant qu'ils sont en train de parler d'une nécessité ou de l'avènement d'un gouvernement de cohésion nationale, ça pourrait être un peu plus facile pour arriver à éclairer l'avenir, vous pensez? On aurait mieux fait de sortir le gouvernement de cohésion nationale et de parler du calendrier électoral bien après. Parce que maintenant, là, les esprits sont surchauffés et la cohésion est fragilisée. Voilà pourquoi je vous dis que je constate avec beaucoup de regrets que plutôt que de vivre la cohésion tant espérée, le pays se retrouve maintenant là dans une situation de confusion nationale. Ça signifie que le chef de l'État ferait mieux aujourd'hui de remettre de l'ordre dans la cour pour que l'on sache où est-ce que nous allons exactement. Sinon, le désordre risque de nous causer beaucoup de tort demain. Ce que vous trouvez comme manquement du côté des partis politiques et des acteurs politiques, vous trouvez aussi la même chose du côté de la société civile? Société civile, est-ce qu'il y en a une au Congo? Peut-être, mais cette société civile, vous savez d'abord dans la science, ce concept a du mal, cette expression a du mal à être opérationnalisée. Société civile. Mais je fais un effort d'intégrer cela, quand bien même ça serait un concept chargé d'idéologie, puisque la société civile au Congo a une couleur politique, tout le monde le sait. Et cette société civile est d'une hétérogénéité telle qu'elle a du mal à parler d'une seule et même voix, alors qu'il relève de sa responsabilité de ne pas tenir compte, de ne pas recourir à un langage politique, mais de parler ouvertement et franchement au nom des intérêts de la population. Vous voyez toute la bagarre qu'il y a eu autour de propositions sur les animateurs de la Commission des droits de l'homme. Ceci est de nature à décrédibiliser cette société civile. Donc elle a du chemin à faire. Mais je ne dis pas que toutes les associations ne sont pas crédibles. Certes, certaines font un effort de sortir du lot, mais malheureusement, il y a beaucoup de moutons noirs là-bas. Martin Ziako, je rappelle que vous êtes doctorant et internationaliste, chef de travaux à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Voilà, c'est donc avec vous que nous avons fait le programme de ce dimanche. Pour ceux qui nous ont suivis, merci et à dimanche prochain. Bonsoir.